Bonjour à tous, nous nous retrouvons toujours dans le cadre de notre 3e saison pour Débat court. Un nouvel invité. Nous allons le présenter dans très peu de temps, mais nous avons également d'autres invités que nous retrouvons. Alors je commence par Yann de Cacrès, chef d'établissement. Je suis encore là. Alors Saint-Michel à Saint-Mandé. Saint-Michel à Saint-Mandé, oui. Dans le 9-4, comme on dit chez nous. Exactement. Voilà, 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Alors, quels sont les niveaux? Ça fait 3 ans que je viens à Débat court, donc oui. ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait à peu près combien de niveaux déjà? Il y a le collège, le Collège et lycée. lycée. Voilà, pas primaire. Non, pas de primaire. C'est pas dans les Mais perspectives. par contre, nous avons la chance d'avoir une classe Ulysse. Ah, voilà. Oui. Donc là, il ne faut pas oublier. On est dans l'optimal de l'inclusion voilà. et de la pluralité. Exactement. Exactement. Alors, nous avons également avec nous Sophie Tessière. Alors, Sophie, experte en formation professionnelle, enfin universitaire, en numérique. Et puis, par contre, par rapport aux professionnels, il y a une formation que vous êtes en train de créer avec une équipe. Hein. Oui, c'est ça? En intégration audiovisuelle. Après, nous retrouvons pour la dernière fois Tarek Sardi, réalisateur et scénariste, et expérience d'enseignement dans les prisons. On en a parlé particulièrement au cours de notre dernier sujet. Et puis nous avons notre nouvel invité, le voilà. Et il s'agit donc de Reda Dehac. Vous êtes enseignant-chercheur à l'EPITA. Quelle est votre spécialité? Moi, je travaille dans le domaine du traitement automatique de la parole, et spécialement dans tout ce qui est machine learning, apprentissage automatique, ce qu'on appelle dans l'actualité le domaine de l'intelligence artificielle. C'est très très bien que vous soyez là. Nous allons donc vous cuisiner et nous allons avoir nos débatteurs qui sont là depuis un bon bout de temps. Alors, le sujet, c'est le chat GPT et ses risques. Je me souviens d'un repas à la maison. Je n'ai que des étudiants, en tant qu'enfant, des étudiants développeurs informatiques, etc. À mon grand désespoir, parce que j'ai que des scientifiques au lieu d'avoir des philosophes. Bon, les dominants gènes du côté de ma femme, ça a prédominé, quoi. Ça c'est clair. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est pas plus mal, mais on va se passer de ce genre de commentaires, car je trouve que c'est triste de ne pas être philosophe. Mais enfin, on peut être philosophe quand même. On est d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Descartes en a montré l'exemple. Positif et négatif, enfin ça se discute, à voir. En tout cas, c'est une technologie confiée à l'immaturité. Voilà un peu le sous-titre que je voudrais donner, sans pouvoir influencer quoi que ce soit. Je ne donne pas forcément ma position, mais je voudrais vous dire quand même qu'il y a une frustration des puristes dans cette question. Il y a aussi la propagande et le contrôle de l'information et de la formation. Il y a pourquoi les concepteurs ont fait un break, si vous vous en souvenez. D'ailleurs, on doit être pratiquement à la fin de ce break. Et se concentre sur l'éthique, vraie question, ou un coup médiatique, un bluff, histoire de se rendre encore plus intéressant et de mettre comme un grand sujet historique de l'actualité sur ce domaine. S'agit-il en fait d'un nouveau tournant comme l'imprimerie pour l'accessibilité aux connaissances? Ah, ça c'est une question intéressante. Et puis, cette technologie existe dans un contexte, quand même, ne l'oublions pas, d'une société où l'on corrige déjà et réécrit bien des œuvres jugées offensantes et discriminatoires. Je nomme Tintin au Tibet ou encore Agatha Christie, qui s'en a ramassé plein son grade depuis ces dernières semaines. C'était pour quel livre? Le tous. Ah, spécialement, non. Ils étaient 10 au lieu du petit nègre. Voilà. C'est bien, nous sommes chauds. Nous sommes chauds. Bon, c'est bien l'intelligence artificielle. Pour ma part, c'est mon boulot, donc je peux dire. Regardez ça. Il n'y a que le fric, en fait, qui justifie votre affaire. Non. Pourquoi c'est un bien pour notre société? Parce que quand même, franchement, ça peut être un bien quand même. En fait, l'intelligence artificielle, c'est comme chaque invention. En fait, c'est facile de critiquer quelque chose en regardant que ses inconvénients. Il faut regarder aussi les avantages. Vous prenez n'importe quel médicament, il est aussi nocif. Et quand vous prenez ses avantages, quand il est utilisé à bon escient, ça marche bien. L'IA, c'est pareil. Donc, l'IA, ça peut sauver des vies quand il y a de l'assistance à la conduite. Vous savez, peu de gens le savent, mais tous nos avions sont pilotés par des IA depuis un certain temps. Et personne n'en s'en est plaint. Il y a quand même des avions, parce que des capteurs ont été volés, etc., qui ont déconné. Hein. Alors, l'IA, ce que les gens appellent de l'IA, moi, j'appelle pas ça de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en soi, c'est ça qui est intéressant.
Ouais. En fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une vraie intelligence artificielle. Et c'est pour ça que dès que, par exemple, dans un avion, dès qu'un capteur est défaillant, le pilote automatique se désactive pour donner la main au pilote qui est censé être beaucoup plus intelligent que le système automatique. Et il y a un truc assez facile, en fait, tous les robots, toutes les machines, en fait, on dit, nous, c'est pas fault tolerant, c'est-à-dire, en cas d'une panne, ils n'arrivent pas à gérer la panne. C'est-à-dire, un capteur qui est défaillant, il n'arrive pas à gérer le capteur défaillant. Alors qu'un être humain, vous fermez vos yeux et je vous demande de sortir de cette salle, vous allez sortir sans aucun problème. Pourquoi ? Parce d'un être humain, on est capable de s'adapter à des situations imprévues. En IA, malheureusement, c'est pas encore... Juste au jour d'aujourd'hui, on parle, on n'arrive pas à créer une vraie intelligence artificielle. Sophie chuchote un mot, pas encore. Pas encore, oui. Pas encore. Il y a comme un degré, finalement, de capacité. Alors bon, si on a la foi et tout, on dit que Dieu a créé à partir de rien. L'homme procrée à partir de quelque chose et en fait quelque chose d'incroyable. La machine va faire quelque chose d'incroyable à partir du moment où l'homme l'a programmé. Oui, c'est toujours... Est-ce que finalement, dans l'intelligence artificielle, ce qui est le plus dangereux, ce sont les concepteurs et ce qui se passe dans leurs ziboulots et dans leur morale fondamentale? Je ne pense pas, parce que les concepteurs font ce genre de choses dans un bon sens. On ne le fait jamais dans le mauvais sens. Je ne pense pas qu'un chercheur... C'est quoi le bon sens pour vous? On fait toujours dans le sens d'améliorer la vie des gens. On le fait déjà. Personnellement, moi, je fais de la recherche pour ne pas... C'est pas pour inventer quelque chose pour nuire à des gens. Donc, on le fait toujours pour des bonnes choses. Mais ça peut être après récupéré par des gens mal intentionnés. Voilà. C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. Et il y en a certains qui s'en servent pour faire du fric, comme on dit. C'est ça. Voilà. Ou même des actes et une complicité ou des actes qui pourraient justement être négatifs. Vraiment. Voilà. C'est exactement ça. Et tant qu'on les utilise à bon escient, ça peut que très bien marcher. Alors, on va tout de suite retrouver le sujet de notre émission, c'est le chat GPT. Alors, GPT, ça veut dire quoi? C'est un modèle qui a été inventé pour le langage. C'est une série de réseaux de neurones qui ont été inventés et qui sont GPT-1, GPT-2, GPT-3. Et actuellement, ChatGPT, c'est un modèle de chat basé sur ces modèles de réseaux de neurones. J'ai entendu dans une chaîne de télévision d'actualité un essai, comme ça, ils se sont amusés à poser quelques questions. On voit une énorme neutralité dans la réponse. Il offre toutes les données que l'on peut retrouver dans des livres ou même sur notre ordinateur, etc. Il y a une voix d'homme. Je ne veux pas être polémique, hein, mais je trouve que c'est quand même drôle, quoi. Il y a beaucoup d'IA, en fait. Beaucoup d'IA, en fait, ont un esprit masculin. C'est aussi lié au... C'est pas dans le politiquement correct. Alors, je vais vous expliquer. En fait, nous qui faisons du machine learning, en fait, ça ne s'apprend pas tout seul. D'accord ? On dit ça s'apprend par des exemples. Donc, on donne des exemples et on apprend sur des exemples. Il y en a beaucoup de données qu'on appelle les données d'apprentissage sont fortement masculins. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve dans la vraie vie. Maintenant, on commence à prendre en compte ce genre de choses pour équilibrer ce genre de données en termes de taille. Parce que si on en a... alors en fait, c'est pour ça que nous, on n'appelle pas ça de l'IA. En fait. Le truc assez simple pour comprendre ce qui se passe, c'est que par exemple, on va lui montrer des exemples. Si vous lui montrez 10 exemples, et sur les 10, il y en a 9 hommes et une femme, le modèle va essayer de réduire son erreur. Donc, il va faire croire aux 9, parce que 9 sont majoritaires. On dit que c'est de la statistique. Il va réagir à la majorité. Donc, si ces données d'apprentissage viennent majoritairement d'un milieu masculin, ça va être un genre de modèle automatique qui va répondre comme un homme. Alors, c'est vraiment très dangereux ce que vous venez de dire. Parce que je vais rebondir. Le GPS, c'est une voix de femme. Donc, les femmes sont majoritairement perdues dans la rue. Non, c'est pas vrai. C'est pas du machine learning. Non, là, c'est pas vrai. En fait, le GPS, c'est la voix. La voix, c'est autre chose. Je travaille aussi sur la voix. La voix, c'est la synthèse vocale. Oui. On peut faire de la voix... en fait, la voix aussi est liée au système qui a été utilisé pour apprendre. Et donc, du coup, on lui a donné cette voix féminine, mais vous pouvez faire n'importe quelle voix. Oui, c'est ça. Mon fils, il s'amuse avec une voix de Coluche ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. D'accord.
Mais en vrai, oui. en parlant de ça, j'ai vu quelque chose. ChatGPT qui du coup pioche un peu partout sur Internet, il a commencé à sortir des fausses informations, des intox racistes, parce que Fox News, vu qu'ils font pas mal de backlinking sur Internet, ça veut dire des trucs pas en leur nom mais qui renvoient vers leur site. Ils avaient bourré Internet de fausses statistiques sur genre 99% des criminels aux USA sont noirs. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a un mec qui a sorti un extrait de ChatGPT, un créateur de contenu sur Twitter, je pense, où il montrait que ChatGPT, on dirait un néo-nazi. Genre, il disait que les Noirs, ils étaient responsables du crime aux USA. Alors, c'est un système qui apprend, donc il est influençable Par le spam, en fait. par les données qui sont utilisées pour l'apprentissage. Plus il apprend sur des données particulières, plus il va prendre cette particularité. Pourquoi il y a un break? Pourquoi les concepteurs ont fait un break? Ils sentent qu'il y a un danger. Il se trouve où, à votre avis, ce danger? Moi, honnêtement, je ne vois pas de danger. Moi, vous le voyez? Oui. Dans le système scolaire, on voit bien qu'on a un problème d'adaptation au système ChatGPT ou à tous ces systèmes-là. C'est que, par exemple, pendant très longtemps, on a raisonné en termes de devoirs à la maison. Oui. D'accord ? On donnait une dissertation à faire aux élèves à la maison. Aujourd'hui, ça n'a pratiquement plus de sens. Vous donnez une dissertation à faire aux élèves à la maison, ils ont ChatGPT qui le fait en 3 minutes et demie et ils rendent leur truc qui est beaucoup plus intelligent que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes pour un certain nombre d'entre eux. Donc, pour le prof, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Oui, parce Surtout que... qu'en fait, ils se servent de ChatGPT pour corriger. Oui. Parce que Non, mais nous avons quand même certains qui sont qui sont pas forcément à l'aise dans leur matière. là où c'est inquiétant, c'est qu'il n'y a plus une once de travail fournie par l'élève. Voilà. C'est-à-dire que C'est ça. lorsque tout le monde a commencé à avoir accès à Internet, beaucoup d'enseignants ont dit oui, mais c'est nul, ça va être du plagiat, etc. À ceci près qu'il y avait quand même cette capacité qui pouvait être évaluée par l'enseignant, de savoir comment s'y était pris l'élève en question pour faire une synthèse des éléments qu'il avait pu trouver par ailleurs sur Internet. Exactement. Il y avait quand même une part de travail de sa part. Oui. Or là, Il n'y a plus. c'est comme utiliser un robot pour faire la tambouille dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on ne sort plus de poêle, on met tout dans un bocal et puis on laisse travailler pendant 1 heure et puis on revient, c'est prêt. Nous avons Mais c'est pareil. énormément, si on déclenche une question, on peut avoir 20, 30, 200 pages. Le gars, il peut nous... Enfin, le gars, la voix, la machine, peut nous habiter plusieurs heures et nous donner des informations très précieuses, passionnantes. C'est inévitable que ce support-là soit finalement né. Pour 2 raisons, la technologie et sa poussée phénoménale. Et la deuxième, c'est que nous avons déjà une richesse d'acquis et d'informations. Parce que ce qui est très paradoxal, c'est que un grand nombre d'entre nous, nous plaignons de la facilité d'accéder à une information. Mais nous trouvons que c'est sans effort. Très bien. Mais on pourrait très bien placer cet effort comme on le fait dans la synthèse d'un livre. On écoute et c'est là où on travaille. C'est-à-dire que le support devient le ChatGPT. Et là, ça peut commencer à être intéressé. Donc, il y aurait peut-être un protocole nouveau, une révolution de recherche, et qui ne doit pas non plus, je dirais, être un absolu. C'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres qui nous est offert. Oui. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop la comparaison avec l'imprimerie. L'imprimerie nous offre des livres auxquels nous ne pouvions pas accéder et nous offre une possibilité de rentrer dans la connaissance. Là, maintenant, c'est que nous avons des informations qui nous arrivent à la maison et lesquelles nous ne pouvions pas accéder si nous ne nous déplacions plus, si nous ne nous déplacions pas. D'accord ? Mais cependant, la révolution n'est pas aussi forte parce que c'est le support qui change. C'est le support qui s'est modernisé.
Mais c'est là où les Mais il n'y professeurs a et pas nous que le tous, nous support, parce devons qu'il nous y a aussi la adapter. vitesse, il y a beaucoup de choses qui vont changer avec ces technologies-là. C'est pas simplement une question de support. Il y a aussi la capacité à faire des synthèses avec des cultures qui sont planétaires. Donc ça a quand même des intérêts vraiment colossaux. La difficulté, c'est de savoir entre les mains de qui on va la mettre, cette intelligence artificielle. Et comment l'utiliser parce que, Voilà, C'est ça. Si Bah, c'est un gamin moi, je de pense 10 que ans ou c'est- si c'est un Ouais. chercheur, Un chercheur. oui. bah, c'est pas du tout la même chose. Oui, en fait, je pense qu'il est plus efficace comme outil de recherche que comme outil de rédaction. Ça veut dire que, par exemple, moi, quand je fais un travail de recherche pour un truc, bah, en vrai, il est, mine de rien, je pense que c'est assez pertinent à un certain niveau de le comparer à l'imprimerie. Parce que, tu vois, c'est vrai que sur Internet, on a accès à toutes les informations, mais Google ne fait plus l'affaire. Vraiment. Et là, j'ai un exemple concret. Je faisais la déclaration d'impôt il y a une semaine. Ah, ça, c'est très concret, ouais. Ouais, un Ça, peu en retard, la déclaration Ça, d'impôt c'est ce de qu'on mon appelle la entreprise. rentrée des classes des adultes. Ouais, voilà, il y a une semaine, j'étais un peu en retard sur mon entreprise pour faire la déclaration d'impôt. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai jamais utilisés des cases que j'ai jamais utilisés dans ma déclaration. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de limiter les impôts que je vais devoir payer et tout. Et du coup, je demandais à ChatGPT de m'expliquer. Formulaire par formulaire, il y a genre 10 ou 11. Et il m'explique tout. Et je dis, bon. Comment frauder Non, mais je lui dis, j'ai fait tel chiffre sur telle activité. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Est-ce que tu penses que je peux ne pas payer plein pot, tu vois? Il lui dit, oui, normalement, tu as droit à une telle réduction, tu as le droit à une réduction, en me renvoyant vers les articles de loi et tout. En fait, comme outil de recherche, ChatGPT est beaucoup plus performant que Google ou que les autres moteurs. Mais par contre, voilà, si on se met dans le rédactionnel, c'est vrai que ça apprend une sorte de paresse intellectuelle s'il rédige à ta place. Alors, il y a une Là, chose. oui. pour ça, moi, en fait, c'est assez marrant. En fait, je suis aussi enseignant, donc je comprends la détresse de mes collègues. Le moqueur. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, regarde, on est dans une bibliothèque, d'accord? Oui. Regardez autour de vous. Si on revient il y a 10 ou 15 ans dans le temps, cette bibliothèque serait remplie. D'accord? Pourquoi? Parce que la source de l'information, à chaque fois qu'on demandait à faire un exposé, à faire une recherche bibliographique, on était obligé d'aller chercher l'information dans la bibliothèque, dans des livres, etc. Il y a eu l'apparition de Internet et Google. Google a remplacé ce modèle de recherche. On ne recherche plus manuellement, on tape dans un moteur de recherche et on a les pages qui arrivent et qui ressortent les informations. Alors ChatGPT, c'est juste une amélioration de Google. C'est juste qu'il répond légèrement mieux comparé à Google. En fait, il fait la synthèse dans ce qu'on parle, il fait la synthèse tout seul. Sauf qu'il y a je ne sais pas si vous l'avez beaucoup utilisé, quand il n'arrive pas à faire synthèse, il invente. Il invente des choses qui n'existent pas. Donc il faut faire très attention. Donc moi, je pense que c'est pas le problème, il n'est pas ChatGPT ou l'enseignant ou l'étudiant. Il faudrait qu'on repense notre méthode d'enseigner et notre méthode d'évaluer les étudiants. On n'a plus la même population. On continue toujours de réfléchir comme il y a 30 ou 20 ans où on demandait aux gens d'aller faire un exposé, d'aller lire un livre. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai aussi des enfants, c'est très difficile de leur faire lire un livre, c'est très difficile de leur lire même une page, donc ils veulent tout de suite l'information tout de suite. Et ChatGPT, c'est une nouvelle, c'est une révolution, c'est nouveau. Le problème, moi de mon côté, en fait, l'inconvénient que je vois, c'est qu'il appartient à une seule boîte. Ça, c'est dangereux. C'est un monopole. C'est un monopole. Et Alors en moi, plus, je ne suis pas du tout d'accord. Et le Je pire, crois c'est que- qu'on est en Ouais. France, on a un retard par rapport à ça. On a quand même énormément de retard. Et du coup, en fait, on ne maîtrise pas ici en France cette technologie. Ah non, parce que tous nos meilleurs cerveaux partent à l'étranger. Voilà. Et c'est ça, je pense que c'est ça le réel danger. Non, il y a C'est-à-dire un autre danger. Le danger, c'est que nous oublions que nous sommes incarnés. Et que si nous n'avons pas... nous partons aujourd'hui dans une logique de dépendre. L'intelligence est à l'extérieur de nous. Et nous consommons l'intelligence extérieure. C'est-à-dire demander à quelqu'un qui est né et qui a déjà vécu plusieurs années en vivant avec un GPS, demandez-lui de se situer avec une carte et avec une boussole.
Il n'y Entièrement arrivera d'accord. pas. Demandez-lui Mais il a le de GPS, lire. pourquoi il aurait besoin d'une carte et d'une Non, mais carte attendez, demandez-lui de lire un livre et de s'y tenir. Il ne s'y tient pas. Moi, j'ai eu des générations, là, de 2000 à 2020, là, j'ai vu une évolution du comportement des jeunes en difficulté scolaire. Ils ne sont même pas capables de lire 2 pages, mais ils ne sont même pas capables de tenir devant un film pendant 1h30. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils soient complètement pris dans une ambiance de cinéma et de toute façon, à un moment donné, ils vont décrocher. Ce que nous voyons aisément pendant 2 heures, 2h30, en continuité, totalement concentré dans le film, un jeune, à grande majorité, n'est plus capable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous n'entraînons plus notre cerveau. Oui. Et notre cerveau consomme les efforts extérieurs. Et ça, c'est pas bon. Nous avons une manière d'utiliser ChatGPT que les générations qui seront nées avec ChatGPT n'auront pas. C'est-à-dire que nous allons faire un système de recherche, de synthèse. On va aller plus loin, on va revenir, etc. L'autre, il va être gavé. Et qui lui apprend à discerner? Qui lui apprend finalement à refaire à partir avec son cerveau, à refaire avec un bon entraînement, à refaire une synthèse? Et c'est pour ça que je dis, moi, il faut repenser les méthodes d'enseignement. Mais Les comment? Oui, c'est ça. Et malheureusement, je n'ai pas la solution. Hein. Je suis aussi enseignant. et je On a un produit. me pose cette question tous les jours. Voilà, mais- on a une énorme voiture Formule 1 et on dit à un enfant de 8 ans, allez, tu peux la conduire parce qu'on vient de la créer pour toi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas une voiture de Formule 1. Non, ce n'est pas une voiture de Formule 1. Vous le voyez comme une méthode Formule 1. Moi, en tant qu'enseignant, à l'époque, quand on donnait un exercice, il y a un étudiant ne rend rien en disant « j'ai pas compris ». On lui répondait la question « au moins taper la question sur Google ». C'était la réponse qu'on donnait. Maintenant, la question, en fait, c'est plus ça. Est-ce que tu as posé la question à ChatGPT? C'est exactement ça. C'est le minimum. On appelle ça le minimum syndical. Et donc, il faudra retravailler les étudiants d'une autre façon. Il faut qu'on s'adapte. En fait, le problème, c'est que ceux qui enseignent, c'est la vieille génération et on enseigne à la nouvelle génération. Et comme on n'a pas été... Est-ce que c'est la vieille génération que de dire qu'il faut comprendre chaque mot et de dire ta question que tu viens de poser, tu la comprends pas, je viens de te poser une question, tu la comprends pas, très bien. Eh bien, avant de taper sur Google la question, tu vas voir mot par mot qu'est-ce que veut dire chaque mot. Mais je crois que Et ensemble, on construit le sens de la question. Et on la comprend. Est-ce que c'est de la vieille génération, ça? Je crois Si que on c'est ne pas prend pas le temps de générationnel. comprendre les choses? Je ne Sophie? pense pas que ce soit générationnel, je pense que c'est une question de personnalité. de mode de pensée. Monsieur est un scientifique, nous sommes des littéraires. Oui. Je crois qu'il y a 2 écoles qui est très liée à son propre formatage. Ta façon d'aborder la vie, d'aborder le monde, d'aborder l'éducation, d'aborder... Moi, je suis très vieille école, c'est-à-dire prendre un livre, une carte, voilà, faire des recherches, chercher un mot dans un dictionnaire. Les jeunes ne savent plus chercher un mot dans un dictionnaire. Mais je crois que ce n'est pas une question de génération. Parce que je suis technique, oui, c'est Ouais. peut-être ça aussi, oui. Parce que, alors un exemple très concret aussi, j'ai pu constater que beaucoup de jeunes enseignants, profs d'université, refusaient de faire des cours en hybride ou en tout cas de déposer des contenus pédagogiques sur un Learning Management System, en LMS, alors que des universitaires d'une ancienne génération se prêtaient très volontiers au jeu. Donc je crois que c'est pas... Ah si, je Nous, l'ai vu. on n'a pas ce problème-là. Oui, mais alors, encore, là, je parle d'une population pas scientifique, plutôt sciences humaines. Donc, voilà. Non, je crois que c'est pas générationnel. Voilà. Tarek, cinéaste, on dit qu'on peut, en 3 minutes, ChatGPT peut faire Va nous mettre au théâtre, chômage. un film, etc. Non. Te mettre au chômage. Mais, Non, mais j'ai dans, vu dans le la résultat. conception, est-ce qu'il y a une créativité possible, une créativité d'outils pédagogiques pour jouer et optimiser cet apport qui ne va pas écraser En fait, la découverte? on pense souvent que il y a toute une tendance maintenant des EA generated art, genre Yeah. en images, en scénario, tout ce qui est généré par EA. Et mais en fait,
je reste assez mitigé. Parce que autant que moi, je ne crois pas à l'image de l'artiste mystique, ça veut dire qu'un artiste ne ramène rien de nouveau en fin de compte, il joue avec des genres et des archétypes et des stéréotypes. Tout a été écrit depuis la Grèce antique et depuis on remet les mêmes schémas actentiels, les mêmes trames narratifs, on change juste un peu d'ordre, on change les éléments, mais ça reste les mêmes par nature. Et ChatGPT, il refait la même chose. Il mime des exemples préétablis, préexistants. Ce qui est cohérent. Oui. Il génère ce qu'il a appris. Exactement. Mais par contre, le truc, c'est que pour chaque œuvre, dans toute la continuité de l'histoire, avec les mêmes codes, on a dû réinventer à chaque fois. Et lui, autant la partie mimer la même structure, il y arrive très bien, autant la réinventer chaque fois, c'est en dehors de sa capacité, parce que c'est pas une vraie intelligence. Ouais, c'est du machine learning, mais vraiment, je pense qu'il y a une grande mer en termes de technologie entre la machine learning et l'IA, même si nous la vend comme de l'IA en ce moment. Et il y a autre chose aussi à savoir, c'est que ça a déjà été tenté. Et ils s'en fait que des nanars. Super ridicule. C'est quoi des nanars? Des nanars, c'est des films ratés complètement. Ouais, bon, voilà. Genre, un nanar, c'est un film qui se prend au sérieux, mais que tu peux pas prendre au sérieux toi-même. Une triste orgueil. Voilà. Et du coup, voilà, non, je pense que j'ai encore assez pour... si on ne change pas la retraite, je pourrais cotiser assez pour ma retraite. Ça s'amuse à perfectionner l'affaire. Il ne s'en lasse pas, lui. Laissez-moi 20 ans pour cotiser. En fait, je vous le dis, moi, je ne pense pas qu'on l'aura dans 15 ou 20 ans. On est encore très, très, très loin. Ouais, très loin. Il y a vraiment On est très loin de la génération, en fait, de reproduire le raisonnement humain. En fait, beaucoup de gens pensent que l'IA est dangereux. Déjà, moi, j'aime pas le terme intelligence artificielle. Et quand on connaît l'histoire de l'intelligence artificielle, ce terme-là, il est passé même par une période où c'était un terme tabou. Donc, l'IA n'existe pas. On est sur des modèles statistiques. Ils reproduisent ce qu'on leur a donné. Donc, ils n'inventent pas. Il n'y a pas l'innovation, il n'y a pas la créativité. C'est ça. Tout le monde ne parle d'IA. On vient de passer par une épidémie. Pourquoi l'IA ne nous a pas produit le vaccin toute seule? Pourquoi il a fallu des êtres humains? Donc il n'y a pas d'intelligence, je suis désolé, il n'y a pas d'intelligence. Arrêtons de parler d'intelligence artificielle. Oui, c'est un grand amalgame, mais ça c'est pour les investisseurs de la Silicon Valley et tout, ils vendent le truc. C'est pas ça, il faut connaître le monde de la recherche ne marche pas sans argent. Et pour apporter de l'argent, il faut utiliser des buzzwords. Pour le fundraising. Voilà, c'est ça. Vous êtes des escrocs, en fait. Non. Ah oui, Non, on ne fait pas ça. Non. Est-ce que l'école doit se restructurer, se réorganiser? C'est absolument indispensable, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'école va devoir se réorganiser parce que ces outils, mais avec Internet, l'école s'est réorganisée, avec les calculatrices, l'école s'est réorganisée, etc. etc. Donc, moi, je pense que avec le développement de la technologie, l'école se réorganise en permanence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien que pour pouvoir avoir des gens qui cherchent et qui font avancer ces nouvelles technologies, il faut qu'ils aient une culture de base qui leur soit donnée par l'école. Et je crois que au lieu d'opposer la culture technologique et la culture classique, on ferait mieux de considérer que effectivement la culture classique va être le socle qui va ensuite permettre de développer l'affaire. Mais Descartes, il n'a pas montré un bon exemple. Mais on voit bien, si on lit le bouquin de François-Xavier Clément là, sur l'éducation intégrale, il a tout un passage là-dessus qui est vraiment intéressant, où il montre que effectivement le socle des humanités va permettre de développer derrière tout ce qui est mathématiques, physique, etc. Mais que les enfants ont besoin d'avoir ce socle culturel qui va leur permettre ensuite de développer autre chose. Moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, je ne serais pas étonné que dans les années à venir, contrairement à ce qu'on peut penser, le latin et le grec reviennent, des choses comme ça. Ça va être intéressant à vivre. Ça rejoint complètement un philosophe hindou-musulman qui est mort aujourd'hui et qui a écrit un livre remarquable sur le combat entre tradition et modernité. Et il explique que dans notre monde occidental moderne,
nous avons failli dans l'intelligence en basculant dans la fascination de la découverte et de la créativité, en s'opposant au patrimoine qui a permis cette dynamique aujourd'hui de la créativité, c'est-à-dire le patrimoine des connaissances. Et donc il est très difficile aujourd'hui, dans une mentalité moderne, de revenir à la fois dans la satisfaction d'une création permanente, tout en s'appuyant sur une tradition culturelle qui date et qui donne une expérience humaine. C'est très intéressant de voir que finalement, il ne faut pas se séparer, mais rester en collaboration. Mais regarde, les cours de calligraphie ou d'enluminure, etc., font une explosion Oui, actuellement, alors que l'ordinateur pourrait le faire Sans aucun peut-être problème. mieux Oui, certainement. que l'être humain. Je pense pas. En fait, dans l'IA, on n'arrive pas à produire la créativité. Voilà, c'est ça. Ouais. La créativité, l'innovation, on ne sait pas En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'IA. On restitue ce qu'on C'est ça. a donné. Donc, Voilà. on peut mixer les choses. Ce que disait Tarak tout à l'heure, il mime des choses. Donc, il peut mixer entre ce qu'on lui a donné, mais l'invention est encore un peu compliquée à faire. Et c'est pour ça qu'on a encore des problèmes. Et donc, même ChatGPT, il a des soucis. Il a des soucis. Même moi, j'ai des collègues, quand ils me disent, quand je donne un exercice, je tape d'abord à ChatGPT pour voir sa réponse, pour savoir si je dois poser cette question ou pas. Ouais. Donc, si lui, il sort la réponse tout de suite, peut-être ça ne vaut pas le coup de poser la question. Ouais. Il faut penser différemment les méthodes d'évaluation. Après, nous, c'est vrai, en scientifique, il est utile. Il est vraiment très utile. Parce qu'un étudiant qui n'a pas compris, et qui va interroger ChatGPT parce qu'on a des étudiants qui sont timides, qui ne posent pas des questions, etc. Poser la question à ChatGPT pour que lui explique, ça, c'est un bon outil. Et dans l'école, il faudrait aussi s'en servir. On a tous les mêmes problèmes. On a des Oui, il écoles, faudrait des... on a des classes qui sont trop remplies, etc. Exactement. Ça devient peut-être un aide-enseignant qui peut être quelqu'un qui peut expliquer à un étudiant. Ou alors, au lieu d'être élevés comme les poulets avec des très gros effectifs, nous nous retrouvions avec des petits effectifs et nous nous retrouvions avec un professeur qui nous fait découvrir ChatGPT et qui nous accompagne. Voilà, en fait, c'est ça. Le but, je pense que les gens qui l'ont inventé, en fait, ils l'ont proposé comme ça au public parce qu'un des gros défis de l'IA, c'était de maîtriser le langage humain. Et là, on a un outil qui commence en fait à avoir de très bons résultats dans ce domaine-là, et c'est pour ça qu'il a été mis à l'actualité. Mais on est encore loin. Mais il peut être un super outil pour aider les enseignants. Tarek, on va vous quitter. Et ça a l'air d'être une grande joie. J'espère vous revoir. Oui, bientôt. Et un grand merci. Pour terminer, peut-être quelque chose que vous réalisez actuellement ? Oui, j'ai un long métrage dont le titre est encore secret, qui sera un peu choc. Et c'est pour Il y a votre normalement... micro, de façon à ce que... Non, il est là. Ah. Très bien. Et normalement, ça sort en début 2024. Très bien. De l'humour. Ah, c'est bien. On fait passer beaucoup de choses par l'humour. Oui, C'est exactement. redoutable. Tant qu'elle n'est pas ironie, ça va. Nous nous retrouvons très vite avec notre nouvelle équipe. À bientôt.